Alors, je vous propose de faire tout d'abord avec vous un petit tour de table rapide pour qu'on précise bien dans quel domaine vous œuvrez. Séverine Boilet, quel est votre lien à la sclérose latérale amyotrophique? Bonjour, donc moi je suis chercheur, je fais de la recherche fondamentale et je suis chercheur à l'INSERM et je travaille sur le site de la Pitié-Salpêtrière à Paris, Dans l'Institut? dans l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Voilà, dont on parle beaucoup en effet. Philippe Couratier. Moi je suis clinicien, neurologue. Je suis impliqué dans la recherche épidémiologique et on travaille depuis plusieurs années sur l'étude de certains facteurs pronostiques comme les facteurs nutritionnels. Luc Dupuis. Bonjour, moi je suis chercheur à l'INSERM comme Séverine, mais à Strasbourg. Je travaille essentiellement avec des modèles animaux et avec une optique de traduire nos recherches vers le patient. Et le docteur Jésus González Bermejo. Moi, je suis pneumologue, clinicien, je fais de la recherche clinique. Je partage la moitié de mon temps entre la recherche clinique et les soins aux malades. Je suis pneumologue spécialisé dans le handicap respiratoire et je travaille sur un protocole de recherche sur le handicap respiratoire et les pathologies du diaphragme. Alors, on va parler de la recherche fondamentale en particulier, de savoir ce qui se fait un petit peu. Peut-être avec Philippe Couratier, on pourrait voir sur l'aspect clinique, parce qu'on a vu tout à l'heure dans ce qui a été dit qu'il y a en fait plusieurs formes, bien évidemment. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive un peu à stratifier cette clinique? Comment est-ce qu'on arrive à appréhender cette clinique? À quel stade on fait le diagnostic? Est-ce qu'il y a un état préclinique? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ce plan-là du profil des patients? La première chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas diagnostiquer la maladie à un stade présymptomatique. On peut peut-être commencer à le faire dans la maladie d'Alzheimer, mais actuellement dans la SLA, on ne peut pas le faire. Même si on retrouve à l'interrogatoire un certain nombre de symptômes qui anticipent l'apparition des signes moteurs, mais ça ne permet pas en tous les cas de faire le diagnostic au stade pré-déficit moteur. La deuxième chose, c'est que les cliniciens savent faire une séparation entre les différentes présentations cliniques, mais on a vu, et Nigel Lee l'a montré, c'est que en poulant, c'est-à-dire en regroupant tous les patients, même avec une certaine, même avec un certain degré de certitude du diagnostic, probablement que l'on passe à côté d'éventuels effets soit neuroprotecteurs, soit symptomatiques, si on était capable de pouvoir évaluer des molécules dans des sous-groupes de patients. Et la description, en tous les cas, du phénotype clinique est probablement pas suffisante. Il va falloir que probablement on ait à la fois un mix entre la clinique mais aussi des biomarqueurs. C'est probablement l'avenir des essais thérapeutiques et on fera certainement dans l'avenir des essais sur des plus petits groupes, sur des durées plus courtes et avec des patients qui présentent un certain nombre de caractéristiques communes, soit cliniques, soit biologiques. Et alors, est-ce qu'en regardant ces patients, vous avez, quand on regarde des populations, est-ce que vous avez déterminé des populations plus à risque ou des facteurs de risque, donc des éléments qui semblent se retrouver chez ces patients-là? En dehors des facteurs génétiques que l'on appréhende en pratique clinique par le fait qu'un certain nombre de patients peuvent avoir dans leur famille d'autres patients atteints de la même affection, les choses deviennent un peu plus compliquées dans le sens où il y a un certain nombre de mutations génétiques qui ont été mises en évidence et qu'on retrouve aussi avec une prévalence qui n'est pas nulle, en particulier la mutation C9, qu'on peut retrouver chez les gens qui sont dits sporadiques, c'est-à-dire même sans aucun antécédent. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et ça reste une petite population. Ça reste une petite population. Dans les facteurs de risque, l'épidémiologie évidemment recherche des facteurs de risque. Au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas trouvé. Le seul facteur de risque qui est retrouvé de façon un peu plus certaine dans les études, c'est l'intoxication au tabac. Les autres facteurs de risque ont été démontrés comme associés et d'autres études ont infirmé ces associations.
Est-ce que dans le suivi justement de ces populations, on note une modification de l'incidence, c'est-à-dire du nombre de nouveaux cas? Est-ce qu'il y a des modifications et dans l'évolution? Est-ce qu'on a en fin de compte une cartographie, ce qu'on appelle l'épidémiologie, en fin de compte, du suivi de ces populations? Alors, oui, on a des moyens et il y a des registres qui ont été mis en place au niveau européen et nord-américain. Au niveau français, on a débuté ce travail. On a mis en place un registre dans notre région. On travaille en collaboration avec le Languedoc-Roussillon et le centre de Grenoble. Et on développe un partenariat justement avec l'Institut du cerveau et de la moelle pour mettre en place un registre également en Île-de-France. Alors évidemment, les gens ont l'impression que le nombre de cas s'est modifié. Ça a été un questionnement scientifique. Quand on regarde les résultats des registres européens, on a une incidence qui est comprise entre 2,5 au maximum 3 pour 100 000 habitants. Il y a probablement des agrégats, c'est-à-dire des groupements de patients dans certaines régions ou certaines parties des régions, et ça pose évidemment un problème de compréhension, mais on n'a pas l'impression d'une grande modification. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un effort majeur qui a été fait dans le repérage de ces patients, dans le diagnostic de ces patients, et au jour d'aujourd'hui, on peut estimer qu'on a entre 6 000 et 8 000 patients atteints de cette pathologie en France, avec une incidence moyenne qui est autour de 2,5 pour 100 000 habitants. Donc relativement stable. Alors si on prend un angle, tout à l'heure Vincent Méninger en parlait, le problème respiratoire, les problèmes respiratoires sont un des éléments les plus importants de la maladie. Avec le docteur González Bermejo, on va peut-être faire le point dans ce domaine, puisqu'il est pneumologue. Cette prise de conscience est relativement récente, de considérer que la tension qu'on doit avoir à l'évolution d'éventuels problèmes respiratoires, à la survenue des problèmes respiratoires, doit être prise en compte. C'est très récent, oui. C'est dans les années 2000-2006 qu'il y a un consensus international pour dire qu'il fallait qu'on prenne en charge l'atteinte respiratoire de ces malades. Parce que, et je l'entends bien aujourd'hui, encore une fois, toute l'énergie est dépensée, le maximum d'énergie est dépensée pour retarder la maladie, la guérir et vraiment lutter contre l'atteinte. Et puis l'atteinte respiratoire, qui est finalement celle qui arrive en dernier, a été considérée comme des années comme une fin. Et voilà, ça a changé dans les années 2000 en France, avec le fait qu'on était un peu précurseur parce qu'il y avait les pneumologues qui étaient prêts et les neurologues. Et il y a vraiment un consensus national depuis 2006, on va dire, pour dire oui, il faut s'occuper de l'atteinte respiratoire parce que ça prolonge la vie et ça améliore la qualité de vie de manière spectaculaire. Alors quand vous dites on s'occupe de la respiration et des problèmes respiratoires, de quoi on dispose à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Et à partir de quand il faut essayer de s'en servir? Même si ça reste très décevant, on ne sait pas guérir l'atteinte respiratoire. On respire avec un muscle. Et quand ce muscle ne marche pas, eh bien c'est comme les jambes. Il faut avoir un fauteuil qui l'aide à continuer à se déplacer. Eh bien là, on a un respirateur artificiel, un ventilateur. Et là, encore une fois, c'est du matériel, c'est peut-être décevant, mais les progrès ont été considérables. C'est du gros matériel? C'est des matériels qui maintenant font la taille de la moitié d'une boîte à chaussures, par exemple. Donc c'est vraiment tout petit. Et moi, j'ai commencé à faire cette recherche sur le handicap respiratoire dans les années 90 à l'hôpital de Garches. On traitait les enfants que vous voyez au Téléthon, la myopathie de Duchenne. Et les ventilateurs étaient des énormes caisses qu'il fallait se trimballer. C'était très difficile. Ils n'étaient pas très adaptés. Les progrès ont été spectaculaires. Donc les choses vont vite. Encore une fois, c'est du matériel. Mais ce sont des choses où la recherche avance très vite, la recherche technique, la recherche matérielle. Et ça, moi j'ai toujours pensé que moi je suis au service du handicap depuis longtemps. Et voilà, donc mon travail c'est faire vivre avec cet handicap. Et donc la recherche dans le matériel est quelque chose de fondamental et respiratoire encore plus. Et vous dites dans ce domaine en particulier, ça non seulement ça prolonge, donc c'est une survie prolongée, mais c'est une amélioration de qualité de vie. Voilà, donc ça, c'est ça qui a fait le déclic chez nos collègues neurologues, et c'est à ce moment-là qu'ils sont venus nous chercher, quand les premières études ont montré qu'il y avait l'amélioration de la qualité de vie 2003. Méninger, vous voulez réagir? Non, non,
Les neurologues sont vraiment venus nous chercher. Ça fait depuis les années 2000, que les Qui est venu chercher pneumologues l'autre, c'est ça? savent qu'on Bon. prolonge la vie. L'important, c'est que vous soyez Mais trouvé. C'est ça le plus important. Mais c'est important, c'est important. L'important, c'était de se dire la qualité de vie est très très importante et il ne faut pas hyper techniciser une maladie si ce n'est pas vivable. Et les études et notre expérience ont clairement montré que ça améliore grandement la qualité de vie. Pourquoi ? Parce que c'est invivable de vivre sans respirer. C'est invivable de mal respirer, c'est invivable de ça entraîne des conséquences sur le sommeil. C'est un moment qui est très très désagréable et qui maintenant donc se corrige très facilement avec ces appareils. Alors, autre versant, vous disiez tout à l'heure en effet que le problème c'est le diaphragme, qui est donc un muscle et qui par définition, quand il est atteint, ne va plus fonctionner. Et donc l'idée est venue de faire de la stimulation diaphragmatique. Expliquez-nous. Donc voilà, donc là on a joint deux recherches qu'on avait dans notre unité. Nous utilisions le stimulateur du nerf phrénique et du diaphragme depuis les années 90 dans les blessés médulaires, les accidentés de la route, et ça leur permettait de respirer tout seul. Et au moment où les appareils sont devenus plus perfectionnés, moins chers et plus faciles à implanter, sans danger, nous avons fait une étude préliminaire, 2008, et nous avons essayé ces stimulateurs pour aller stimuler le muscle de la respiration, le diaphragme. L'objectif étant d'essayer d'arrêter ou de retarder sa dégradation. Et là, c'est l'essai qui est en cours actuellement, un grand essai national où tous les centres SLA participent, où tous les patients français peuvent participer, où nous implantons des malades avec ce stimulateur, avec un résultat dans 2-3 ans qui nous dira si ce stimulateur permet de ralentir la dégradation. Avec derrière, vous imaginez, toutes les portes qui vont être ouvertes pour imaginer des traitements sur les muscles locomoteurs, une meilleure connaissance, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Nous allons démontrer quelque chose, mais nous allons aussi ouvrir des portes et des questionnements autres. C'est compliqué ce stimulateur à mettre en place? Comment ça se passe techniquement? Non, on a une grande expérience maintenant, et le matériel est devenu beaucoup plus simple et facile à utiliser. Ce qui est compliqué, c'est évidemment pour la partie médicale avant. C'est une chirurgie qui dure 1h30. C'est une célioscopie de haut niveau, mais les chirurgiens sont maintenant très habitués. Les réglages du stimulateur, bien évidemment, sont très fins parce qu'il faut régler par rapport à la respiration. Donc vraiment, pour nous, ça reste quelque chose de compliqué, mais dont on a l'expérience. Pour le malade, c'est encore plus simple qu'un téléphone portable puisqu'il n'y a qu'à brancher et allumer et éteindre. Donc là, vous nous avez dit, un essai est en cours, des études sont en cours. C'est Respistim, c'est ça, le protocole? Donc, il y a deux essais en cours au niveau international. Respistim SLA, qui est l'essai français hautement financé avec une prise de conscience nationale, et un essai anglais qui est DeepALS avec l'équipe de Sheffield et qui est aussi un essai national qui est un peu plus tard dans la maladie. Donc 2 essais complémentaires. En plus, on n'est pas concurrents et on apportera des réponses à des moments différents de la maladie. Des réponses vers quelle période? On est sur des inclusions qui se font au bon rythme jusqu'à 2014. Les malades vont être suivis au minimum pendant 2 ans. Donc si on inclut le dernier malade en 2014, ça veut dire qu'on le suivra en 2016. On analysera les résultats en 2016.